Madame, Monsieur, Yaorana et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce mercredi. Un an après sa lourde dépression, l'influenceuse et humoriste des Poukams Prada témoigne. Victime de commentaires haineux, elle met aujourd'hui en garde contre les dangers des réseaux sociaux. Pour poursuivre cette sensibilisation, une conférence sera organisée sur le sujet demain à l'UPF. Nous en parlerons avec nos invités, la psychologue Nathalie Colin-Fagotin et le président du Closure Tahiti, Bertrand Hersin. Protéinés, riches en acides aminés et en graisse, des larves de mouches locales pourraient bientôt se retrouver dans l'alimentation des animaux d'élevage du Fénois et même dans nos assiettes. Après 4 ans de recherche, un projet pilote va voir le jour. Elles ne peuvent pas survivre plus de 8 heures hors de l'eau. 6,5 tonnes d'huîtres perlières ont pris l'avion pour allier Fakarava à Rayatea. Nos équipes ont assisté à cette opération délicate et chronométrée. La première soirée de la 18e édition du Hurata Peiru s'apprête à commencer. Nous rejoindrons en direct sur place Laure Philibert. Les danseuses et danseurs se préparent au Fare Tauhiti Nui. Utilisation excessive et répercussions psychologiques, les réseaux sociaux peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé. Ce sera l'objet d'une conférence demain à l'UPF. Elle doit aussi donner la parole aux victimes. Après des mois de dépression justement causée par du cyberharcèlement, une humoriste et influenceuse témoigne, Ndieb Veitiarenauta. Poukam, c'est le diminutif de... Non, c'est la réduction. Yorana, je suis Motere Amanou et j'ai 31 ans. Toujours répéter. Bon, moi, je me connais plutôt avec Yepo, on forme ensemble le duo Poukams Prada, deux petites humoristes qui avons découvert la scène de la comédie ici en Polynésie. Ma chérie, il y a 2 minutes, on vient de le dire, on est à toi. En 2020, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux parce que j'ai trouvé que j'aimais beaucoup ça. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la création de contenu. C'était vraiment pas plaisir, quoi. Il vient de me faire À un moment donné, les commentaires négatifs et les critiques, ils s'accumulent de jour en jour et ça commence à s'ancrer, ça devient de plus en plus lourd et sans faire attention, tu tombes dans la déprime, quoi. C'était vraiment méchant. Ça a été des commentaires sur le physique déjà. Ça, c'était la majorité. C'est vrai qu'en tant qu'humoriste, on a souvent joué sur nos formes, sur nos rondeurs, pardon. On a souvent utilisé ça pour faire rire les gens. Sachez que ça peut affecter les personnes si vous ne faites pas attention à ce que vous mettez. Ça blesse et ça met du temps à guérir. Et je me suis sentie rabaissée. Ça m'a vraiment cassé. Ce qui m'a fait mal, c'est que parmi ces gens qui se permettaient de commenter négativement, il y avait des amis. Et c'était ça le plus dur. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ils viennent à penser ça, à partager ça, alors que j'en pouvais plus et petit à petit j'ai commencé à tomber dans une période sombre, je veux dire, si c'est pas déprimée, voilà. C'est quand ma maman m'a fait la remarque qu'il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais. J'ai dû faire un jeûne des réseaux sociaux et j'ai dû revoir mes priorités. J'ai dû me recentrer sur moi-même, c'est-à-dire me poser. Les jeunes, soyez humbles et bienveillants. Que vous soyez devant ou derrière le téléphone. Vous pouvez être de bons acteurs devant le téléphone, mais soyez aussi de bons acteurs derrière le téléphone. Du coup, pour que je puisse m'en sortir, j'avais ressenti le besoin de couper ses cheveux et de laisser justement tous ces mauvais souvenirs pour justement couper la mode avant et la mode d'aujourd'hui. Et pour poursuivre sur les conséquences de cette hyperconnexion, nous recevons au plateau Bertrand Hersan, président du Closure Tahiti, et la psychologue Nathalie Colin-Fagotin. Yaorana. Alors on l'a vu dans le témoignage précédent, le cyberharcèlement sévit au Fénois. On peut tous être concernés. Comment s'en prémunir ? Alors déjà, ce qui est important de rappeler, c'est que le cyberharcèlement, c'est
comme le harcèlement, sauf que c'est sur les écrans, les nouvelles technologies, puis que par rapport à la prévention, on a les mêmes recommandations que pour le harcèlement, on va dire, dans la vie réelle, sauf qu'il y a des choses particulières qui sont liées à l'utilisation des réseaux sociaux. Alors on pourrait, ça va être un peu difficile de tout résumer en quelques minutes, mais en gros, je dirais qu'il y a deux choses. Ce qui concerne l'usage des réseaux sociaux en particulier, puisque le cyberharcèlement est principalement vécu donc, à travers les smartphones et en particulier les réseaux sociaux, et que là, il y a tout un tas d'informations à donner aux adolescents qui utilisent les réseaux sociaux pour éviter quelques erreurs, éviter de dominer le bâton pour se faire battre, comme on pourrait dire ça comme ça, et puis surtout savoir réagir en cas de dérapage pour ne pas rester seul avec ça. Mais j'ai envie de dire aussi qu'il y a quelque chose de peut-être plus profond qui pourrait aider les adolescents, c'est de considérer que pour protéger son adolescent du cyberharcèlement, c'est de lui donner quelque part la colonne vertébrale suffisante en lui transférant de l'estime de lui-même et confiance en lui. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, la meilleure prévention. Merci pour cette première réponse. Avant de continuer cette interview, je vous propose d'écouter ces propos recueillis par nos équipes. Le téléphone, c'est aussi un outil. Donc, sur les 3 heures, il y a facilement 2 heures de divertissement, certes, mais je pense qu'il y a facilement aussi 1 heure de recherche pour tout ce qui est cours, etc. Et m'aider dans des recherches. En fait, ça dépend parce que des fois, c'est étant donné que je lis aussi beaucoup, si par exemple je suis dans des pannes de lecture, là effectivement je peux passer énormément de temps dessus. Mais généralement, je passe quand même 4 heures par jour environ. Je pense que oui, ça prend quand même une grande place dans ma vie. C'est beaucoup plus pratique d'avoir un ordinateur, un appareil digital sur lequel on a nos papiers, c'est beaucoup plus pratique. Donc c'est sûr que ça prend plus de place dans les études, c'est même indispensable pour certains examens en ligne ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu, ça double tranchant. Pour jouer, pour être sur les réseaux, pour communiquer, pour travailler, j'utilise pour à peu près tout. Ça approche de l'addiction à ce stade-là. Je suis vraiment énormément dessus. Je suis une personne qui s'ennuie énormément, donc c'est pour ça que j'y ai toujours. Donc ça me permet de m'occuper. Et je pense que je m'ennuierais énormément si je l'avais pas. Et au Fénois, 91% des 15-24 ans ont un téléphone. Une utilisation excessive peut engendrer de nombreuses conséquences néfastes dans le quotidien des jeunes. Alors oui, c'est vrai que l'excès peut se trouver dans le temps passé sur les réseaux sociaux, sur les smartphones, et du coup empiéter un certain nombre d'autres champs importants pour la vie de l'adolescent, que ce soit sa scolarité, mais aussi sa vie sociale dans la vie réelle, les activités familiales, et puis bien sûr ses activités extrascolaires. Et puis bien sûr, il peut y avoir des excès d'une autre nature, les excès par rapport au type de contenu qui vont être utilisés et qui peuvent être problématiques quand ça devient effectivement que ça prend trop d'importance dans la vie de l'adolescent. Aujourd'hui, cette hyperconnexion est quasi inévitable. Bertrand, selon vous, quelles sont les bonnes pratiques pour un usage responsable pour que la vie numérique n'empiète pas trop sur la vie réelle ? Déjà, en premier lieu, c'est le moment des moments conviviaux, les moments entre familles, entre amis. C'est justement de poser les téléphones et justement profiter du moment dans la vraie vie. Et de se concentrer sur le moment et de se déconnecter momentanément, même si c'est une soirée, mais au moins se concentrer sur la vraie vie en soi. Nathalie, dans la théorie, une loi est passée en 2023 pour instaurer la majorité numérique à 15 ans, mais dans les faits, on le sait, 63% des jeunes de moins de 13 ans sont sur les réseaux sociaux, donc cette loi n'est pas vraiment respectée. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette exposition aussi jeune peut avoir des conséquences sur le développement de l'enfant ? Alors oui, déjà rien que le fait de dire qu'il y a une majorité numérique, c'est rappelé et beaucoup l'ignorent, c'est qu'en fait il y a un repère, une référence qui effectivement fait référence au développement de l'enfant et aux risques sur l'enfant. Donc pour ne citer que, je dirais qu'il y a la difficulté à s'autoréguler quant à l'utilisation du smartphone et on sait que les adolescents ne sont pas encore prêts à être en capacité de réguler complètement que ce soit leur temps d'écran ou justement tout ce que ça va émotionnellement générer en
eux. On peut aussi considérer que dans la manière dont ils vont utiliser les smartphones, il va y avoir tout un tas d'autres difficultés qui sont un petit peu difficiles à gérer pour eux. Et puis il y a toutes les images choquantes, impactantes, qui en fait, on sait, font beaucoup de dégâts dans l'imaginaire et l'inconscient d'un enfant, restent très longuement marquantes. Sans parler de difficultés dont on a parlé tout à l'heure, comme le cyberharcèlement, dont les enfants vont avoir beaucoup de mal à se défaire parce qu'ils ne vont pas forcément avoir le discernement qu'on a en tant qu'adulte quand ils vont faire face à des situations problématiques sur les réseaux sociaux. Et les sujets que nous venons d'aborder, vous allez les développer demain lors de votre conférence annuelle. La thématique sera l'utilisation du smartphone chez les jeunes. Qu'est-ce qu'il y aura de prévu? Il y aura de nombreux intervenants. Effectivement, il y est prévu plusieurs intervenants, qui soient des experts techniques, des psychiatres, des psychologues, ainsi que la police qui fait déjà des sensibilisations dans les écoles. Et qui permettra de outiller, comme on pourrait dire, à savoir apporter des moyens techniques pour faire des paramétrages sur les périphériques des enfants afin de contrôler et limiter d'un point de vue opérationnel, parce qu'on voit le côté intellectuel avec Nathalie, mais là ce sera le côté aussi opérationnel de comment se prémunir d'un usage abusif. Et cette conférence sera ouverte au public, aux enfants comme aux parents? Effectivement, c'est demain avec un accueil à partir de 16h30 à l'UPF où c'est gratuit, ouvert à tout le monde, à toutes les familles pour pouvoir justement avoir un échange, avoir des informations et échanger à la fin avec des questions ouvertes justement parce que plusieurs familles doivent être dans l'interrogation de savoir comment aider éventuellement son enfant dans des cas qu'on vient d'évoquer. Bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce soir et le rendez-vous est donné donc demain à 16h30 à l'UPF. Et toujours à l'UPF, une conférence se tient actuellement sur les insectes. Ils pourraient bientôt être produits localement pour être utilisés dans la nourriture des animaux d'élevage. Une jeune Polynésienne espère créer une filière de production. Son projet est porté par Technival en partenariat avec l'ILM. Thomas Chabrol, Rarhaumaha. Ils grouillent dans leur bac. Ces asticots sont une ressource précieuse pour cet ingénieur chimiste de formation. Après 4 ans de recherche et d'expérimentation, Jade Tetou est sur le point de présenter sa thèse et d'entamer la phase pilote de son projet, la fabrication de protéines de larves, un substitut qui fait mouche. J'ai commencé à toute petite échelle. Petit à petit, j'augmente mes volumes de production et la sécurisation de certaines étapes de tout le processus. On va passer à un volume un petit peu plus important avec des machines qui relèvent plus de la dimension du semi-industriel. Pour obtenir des larves, il faut des mouches et pas n'importe laquelle. Jade élève cette colonie de mouches soldats noirs à l'Institut Louis Malardé de Paella. L'espèce est inoffensive, non invasive et sa durée de vie ne dépasse pas 1 mois. Ce spécialiste de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte suit de près le projet mené en Polynésie. Cet asticot est capable d'extraire de la matière organique à partir d'à peu près tout et n'importe quoi, et en particulier de concentrer les protéines. Les animaux ne fabriquent pas des protéines, mais ils les concentrent. Et donc, à partir de ce que nous, on ne mange pas, des déchets ou des coproduits, la larve va aller chercher ces éléments-là et la concentrer dans son corps. En plus des protéines, la larve est riche en acides aminés et en graisse. La mouche soldat noir pond entre 800 et 1000 larves par semaine, des larves qui sont nourries de déchets organiques comme les restes alimentaires. Une production vertueuse car les asticots grandissent très vite. Ce sont ces asticots qui vont devenir des mouches et ce sont ces mouches qui vont constituer mes géniteurs pour me garantir un approvisionnement en œufs suffisant, aussi bien pour maintenir ma colonie que pour pouvoir utiliser des larves ensuite pour transformer les biodéchets. Les vertus des insectes s'intègrent désormais dans des projets d'économie circulaire. Les larves vivantes peuvent nourrir des poules. Séchées, elles sont transformées en farine ou en huile, des ingrédients qui pourraient remplacer les farines de soja ou de poisson importées, utilisées dans la composition des produits locaux d'alimentation animale. On s'intéresse à présent à une opération délicate. Ce matin, sur le tarmac de l'aéroport de Rayatea, 6,5 tonnes d'huîtres perlières de Fakarava ont été récupérées par des perliculteurs de l'île Sacrée. Pour leur transport, un avion d'Air Tahiti a été transformé en avion cargo. Sophie Guébet, Naya Bennett et Jessica Doucet ont suivi les opérations pour nous regarder. Cet avion qui transporte habituellement des passagers est en pleine transformation pour pouvoir embarquer des marchandises.
Plusieurs tonnes de nacre ont été commandées par des perliculteurs. Alors il faut enlever chaque pièce de l'avion. Une tâche complexe qui nécessite des techniciens qualifiés. Notre travail à nous consiste à démonter tout ce qui est à l'intérieur, que ce soit les sièges, tout ça, tous les panneaux, tout ça, et nettoyer un peu et pour remettre en version cargo. C'est pas une première aussi pour les nacres. Hein. On est habitué aussi que ce soit les nacres ou les litchis. Pour l'instant, on est 4 personnes pour la version passation cargo. Il faudra en tout 4 heures aux techniciens pour vider l'avion. Ils posent ensuite des plaques au sol afin de permettre le transport de marchandises et le tour est joué. Une fois transformé en avion cargo, cet ATR prend la direction de Fakarava. À Fakarava, l'avion sera chargé d'environ 200 bacs de nacre. Il prendra ensuite la direction de Rayatea. À Rayatea, l'avion cargo atterrit avec à son bord plus de 6 tonnes de nacre. Les huîtres ont voyagé dans des conditions particulières pour un maximum de sécurité. C'est surtout après la disposition des bacs dans l'avion. Donc chaque bac n'a pas le même poids et donc on doit répartir le poids selon chaque bac pour avoir un équilibrage parfait de l'avion. La suite de l'opération est délicate car en effet il faut faire vite. Les huîtres perlières ne peuvent survivre qu'un peu plus de 8 heures hors de l'eau. Des perliculteurs de Rayatea et de Taha'a sont déjà sur place, prêts à mettre les bouchées doubles pour éviter un maximum de pertes. Les nacres sont sortis à 5 heures du matin, donc là elles ont déjà 7 heures déjà hors de l'eau, donc il faut vite les remettre dans la mer. Il faut les conditionner, donc on les met sur le bateau, donc on met des nids par-dessus et à chaque fois on les asperge d'eau de mer. Voilà. Il est important d'aller très vite pour qu'elles survivent toutes, si possible. Donc il nous reste 40 minutes à faire en trajet, en voiture, et ensuite plus de 2 à 3 heures pour les mettre à l'eau. Je pense qu'il y aura des pertes quand même, mais ce qui est déjà bien, c'est qu'on a réduit le temps de transport. Et à côté de ça, on a quand même des nacres de qualité qui sont livrés. Une fois déchargé, l'avion cargo repartira direction l'aéroport de Tahiti-Fa'a, où il faudra 6 techniciens et plus de 4 heures de travail pour transformer à nouveau l'avion en vol commercial. C'est un rendez-vous prisé de tous les amateurs de danse et de culture. Le Hura Tapairu 2024 commence ce soir. 25 formations vont se produire sur scène pendant 10 jours, 6 dans la catégorie Tapairu et 19 dans la catégorie Mehura. On retrouve au Fare Tauhitinui Laure Philibert. Laure Yaurana, toutes les soirées de concours sont déjà à guichet fermé. Exactement. Alors la première soirée de spectacle débute à l'instant, juste derrière moi. Vous voyez peut-être un petit morceau des discours à l'arrière à présent. Alors le Hura Tapairu, en l'espace de 2 décennies, a pris de l'envergure à tel point qu'on parle de lui à l'international. Elles sont 12 troupes cette année à participer au Hura Tapairu Manihini. Elles nous viennent des États-Unis, de l'Amérique du Sud, mais aussi du Japon. La preuve de la popularité du Horitaiti bien au-delà des frontières du Fénois. Alors ce cru 2024 rend hommage à Henri Hiro avec, et c'est une première, un concours de solo à Parima, inspiré des œuvres du poète, également reconduit cette année le Parunui pour les orchestres qui donc participeront. Alors cette année encore, l'événement est victime de son succès puisque vous l'avez dit, toutes les soirées de spectacle sont à guichet fermé. Beaucoup espéraient décrocher un ticket et hélas n'ont pas pu. Alors puisque la Maison de la Culture ne peut pas pousser les murs. Elle reconduit cette année son opération Ticket Solidaire. Le principe est simple, si vous sortez avant la fin du spectacle, vous pouvez laisser votre ticket à la caisse et le partager donc avec un autre spectateur afin qu'un maximum de monde puisse profiter de ces soirées, des soirées à découvrir jusqu'au 7 décembre. Emma. Merci beaucoup Laure Philibert et merci également à Naya Bennett qui est derrière la caméra. Et si les soirées sont donc déjà full, vous venez juste de le dire Laure, mais vous pouvez les suivre en live streaming payant via le site qui s'affiche en bas de votre écran. La Fédération tahitienne de cyclisme a rassemblé hier les acteurs locaux de la discipline. Objectif, présenter le projet Ambition 2027 pour préparer au mieux les prochains Jeux du Pacifique qui se disputeront au Fénois. Voyez les précisions dans ce reportage d'Oriano Tefo.
Après quelques rappels historiques, la fédération a présenté son programme de préparation en vue des Jeux du Pacifique en 2027. Il sera avisé par le nouveau directeur technique Hervé Arcade. Je pense qu'on est pile poil dans les bons délais, 3 ans avant, 2 ans et demi on va dire avant l'épreuve. Donc il était bien de faire un peu le tour de la question des ceux qui sont déjà compétiteurs, savoir un peu leur motivation, leur dire qu'ils sont un peu dans cette présélection. Et puis on va tenter de les guider, puis de former un groupe homogène. Il faut s'attendre à des compétitions, à des rassemblements, à des déplacements aussi. Et puis surtout à un suivi qui va être un peu plus pointu. Nutrition, préparateur physique, préparateur mental. Et on va essayer de les accompagner au mieux pour avoir un groupe vraiment présent pour les Jeux du Pacifique en 2027. Pour l'instant, 26 coureurs sont présélectionnés, 9 dames et 17 hommes. Au fil des semaines, la liste s'affinera avant de définir ceux qui porteront les couleurs de Tahiti pendant ces Jeux. Entre entraînement et compétition, les coureurs se déplaceront également à l'étranger. Premier, c'est la Guadeloupe, donc pour le championnat de France des dom-tom en juin. On va leur présenter le programme avec notamment un arrêt d'une semaine en France avec une immersion dans une équipe élite où on va apprendre les rudiments de l'entraînement, peaufiner les détails, etc. Donc c'est un bel enjeu et je crois que c'est la première fois que ça se fait dans le cyclisme. Donc les uns et les autres devraient être satisfaits de pouvoir honorer les couleurs de Tahiti. La dernière fois que le cyclisme a été représenté aux Jeux du Pacifique, c'était en 2003 à Suva aux îles Fidji. La Tahitienne Kylie Crawford avait d'ailleurs décroché une médaille d'or. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Au programme ce soir sur TNTV, les émissions de 0 à 100 km/h et bien dans son faré. À 19h25, ne manquez pas le documentaire Dr Louis Rollin, l'homme qui sauva les marquises. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, on se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.